Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Nice au début des années 20. La ville est illuminée par un timide soleil de printemps et une dame d'un peu plus de 70 ans marche dans la rue aux abords d'une villa, belle villa Cossu. On est dans le nord de cette vieille ville de Nice tellement colorée, vous savez. Le visage de la dame est marqué par le temps, il porte les traces de l'expérience et celle d'une beauté qui a dû être belle, qui a dû être rare. Il faut voir son regard vert bleuté d'une rare profondeur. On voit bien quand on regarde cette petite dame élégante, on voit bien qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est vêtue aujourd'hui de couleur sombre, elle a l'air tout à fait discrète, mais elle cache un glorieux passé. Elle s'appelle Catherine Dolgorouki, nom bien connu autrefois dans le monde qui s'était effondré avec la Grande Guerre, puisque c'était un nom synonyme de scandale, de transgression. Nom qui fait rêver les amoureux du romantisme, si je puis dire. Car oui, plus d'un demi-siècle plus tôt, Katia, comme on l'a familièrement baptisée, Katia a été aimée par l'un des hommes les plus puissants de la planète, un homme qu'elle a perdu dans des circonstances tragiques. Tout ça s'est passé loin, loin de cette Provence devenue son refuge. Tout avait commencé au cœur des années 1860 à Saint-Pétersbourg, au jardin d'été de Saint-Pétersbourg, pour être précis, dans ce joli parc au bord de la Neva. C'est un lieu de promenade très apprécié des élites russes. Le tsar lui-même, Alexandre II, qui déjà à l'époque a la cinquantaine ou s'approche de la cinquantaine, le tsar a pris l'habitude de venir se promener dans ce beau jardin d'été. Il faut l'imaginer le visage un peu fermé, plutôt plaisant néanmoins, avec des yeux clairs qui sont capables de douceur. Le tsar s'est épaissi avec le temps, mais le charme qu'il promène avec lui le fait remarquer, bien entendu. Et puis, évidemment, il porte le titre de tsar de toutes les Russies. Ça n'est pas rien, ça. Donc, il est en promenade, le tsar, lorsqu'il aperçoit la jeune Catherine, dont le visage l'émerveille. Elle ne lui est sans doute pas inconnue. Alexandre l'a croisée lorsqu'elle était élève dans un institut prestigieux, où il avait l'habitude de se rendre, mais elle n'est plus l'adolescente qu'il avait eu le loisir d'apercevoir. À 18 ans, la fille du prince Dolgorouki est superbe. Sa chevelure châtain, sa peau très blanche, son nez à peine fort, largement compensé par ce regard magnifique que j'évoquais tout à l'heure. Tout ça fait que le tsar est attiré par elle. Il vient lui parler. Décidé à revoir cette jeune beauté, nous dit Jacques Mayran, il la fit inviter à la cour, lui donna un rendez-vous au bord de la Neva ou dans les futaies de Peterhof. Bien qu'ayant 30 ans de plus que Catherine, il entreprit une cour assidue, de plus en plus pressante. Il semblait véritablement ensorcelé. Et sans doute qu'il ne déplaît pas à Katia d'être tant désirée par le tsar, un tsar qu'on sait volontiers sentimental. Pour autant, elle n'est pas prête à lui céder. D'abord, il y a cette différence d'âge, et puis quand même, le tsar est marié, au passage. Il a une épouse, née Marie de Hesse-Darmstadt, qui a autrefois été très aimée du tsar, mais sa santé chancelante, l'usure du temps, ont peu à peu éloigné les époux impériaux. Le tsar continue sa course, si j'ose dire, il n'abandonne pas, au contraire, et Katia, petit à petit, sent évoluer ses sentiments, peut-être un petit peu aidée par un zeste d'ambition. Ça n'est pas rien d'être aimé du tsar, vous imaginez. Et pendant l'été 1866, donc quelques mois après la rencontre au jardin d'été, on voit Katia rejoindre Alexandre dans une dépendance de Peterhof, et là, tout de suite, la liaison devient charnelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alexandre tient beaucoup à ce que Katia sache qu'elle n'est pas seulement pour lui une maîtresse de passage, et il va se faire d'emblée solennel. Aujourd'hui, je ne suis pas libre, mais à la première possibilité, je t'épouserai, dit-il, car je te considère dès maintenant et pour toujours comme ma femme devant Dieu. Ce ne sont pas des mots en l'air. La liaison s'inscrit dans le temps et bientôt, elle n'est plus un secret, ou en tout cas, c'est un secret de polichinelle dans les allées du pouvoir, dans celles de la cour. On commence à parler de l'infortune de l'impératrice Marie, qui a été trompée une nouvelle fois. On parle avec dédain de cette jeune princesse Dolgorouki, que certains dépeignent en arriviste, prête à tout, au service de son clan, les Dolgorouki, etc.
Ce sont des insinuations qui, évidemment, choquent beaucoup toute une partie de la famille de Katia. Et dans sa famille, on est convaincu qu'il est grand temps maintenant de faire cesser ce scandale odieux. Alors il est décidé que la jeune irréfléchie sera envoyée dans la famille de sa belle-sœur, c'est-à-dire le plus loin possible en Italie. Et c'est la mort dans l'âme que Katia est bien forcée d'obéir à l'injonction de ses proches. La voilà maintenant à Naples, pleurant son éloignement. Elle pense constamment à son amant et sa peine est très vive. Est-ce que lorsqu'on a 20 ans, on peut se laisser aller au désespoir? Non, sûrement pas. Après tout, c'est un âge où l'on a la vie devant soi. Et Katia est prête à tout pour retrouver son amant. Elle est prête à tout par amour. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut peut-être que je vous parle un peu plus du tsar Alexandre II quand même. À son arrivée au pouvoir en 1855, Alexandre a dû composer avec une situation pénible. C'était l'échec russe dans la guerre de Crimée, vous savez. Et puis, tout ce système autocratique russe, très pesant, très lourd, une situation sociale terrible. Et d'abord, il a voulu lancer des réformes d'envergure. C'est ce qui va faire du début du règne d'Alexandre le grand moment de réforme de la Russie du 19e siècle, avec la fin du servage, avec la promotion d'un esprit un peu plus libéral, si l'on peut dire, qui est quand même à relativiser, parce qu'on partait de très loin, il faut vous dire. Cette amorce d'ouverture a cependant essuyé d'énormes, de dures critiques auxquelles le tsar n'a pas été insensible. Je cite Constantin de Grunewald: « En réalité, cet homme doux, bienveillant et courtois restait un velléitaire, méfiant envers lui-même et envers les autres. Au bout de quelques années, la réalisation des réformes s'arrêtait brusquement. Effrayé par l'opposition des milieux réactionnaires, Alexandre renonçait en effet à la poursuite de son œuvre, provoquant ainsi les premiers symptômes d'un mouvement révolutionnaire parmi les intellectuels et dans la jeunesse estudiantine. » Et dans ce contexte, alors que la Russie prend toujours plus au fil des années des allures de cocotte minute, si j'ose ainsi m'exprimer, la pression est très forte dans cet empire russe, les mois de liaison avec Katia vont être pour le tsar un véritable baume. La voir partir en Italie pour lui est un arrachement, c'est une douleur terrible. Et vous l'avez compris, les deux amants sont bien décidés à se retrouver. Or, justement, en juin 1867, ça vous dit quelque chose, exposition universelle à Paris bien entendu, et le tsar Alexandre est en visite officielle en France. C'est l'occasion à saisir. Katia s'échappe de Naples, elle arrive de son côté à Paris. Elle a 19 ans à ce moment-là, elle va trouver une chambre pas loin de la place Vendôme. Quant au tsar, il est logé au palais de l'Élysée. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'empereur Napoléon III vit lui aux Tuileries. Le palais de l'Élysée sert de résidence pour les chefs d'État étrangers. Ce qui veut dire qu'entre la place Vendôme et l'Élysée, bon, il y a quoi, quelques centaines de mètres qui les séparent, distance que Katia ne tarde pas à franchir. On l'a fait entrer à l'Élysée par une entrée discrète et elle revoit donc son amant. Retrouvailles extraordinaires à Paris. Ce voyage en France va aussi être, il faut le signaler, marqué par un événement terrible, une tentative d'attentat qui est perpétrée à l'occasion d'une visite à Longchamp contre le tsar Alexandre. Il faut vous dire qu'une autre tentative avait déjà eu lieu un an plus tôt en Russie d'ailleurs. C'est un échec cet attentat, mais de toute évidence, on voit qu'ils sont nombreux ceux qui voudraient faire disparaître le tout-puissant tsar de Russie. Katia est très émue d'ailleurs par ces événements, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Plus que jamais, elle est convaincue de son désir de ne plus se séparer de celui qu'elle aime et elle ne retourne pas en Italie. Elle gagne Saint-Pétersbourg à l'issue de ce séjour parisien et les rencontres vont reprendre, rencontres clandestines. Alexandre a néanmoins l'intention d'afficher sa liaison et de mieux établir celle qu'il aime. Il fait d'elle une demoiselle d'honneur de la tsarine. Selon les termes de Vladimir Fedorovski, Marie opposa à cet affront une hauteur glaciale. C'est comme ça que faisaient les souveraines à l'époque, vous savez. La situation va être d'autant plus dure pour la tsarine que Katia finit par attendre un enfant en 1871. Le petit garçon naît dans la clandestinité, mais c'est exactement le genre de mystère qui n'en est pas un pour les cours. Vous savez, c'est vite percé à jour. D'autres naissances vont suivre en 73, en 76, en 78 vont naître donc 2 garçons, 2 filles. 3 de ces enfants survivront. Ceux qui espéraient à la cour, et ils sont nombreux, que la relation du tsar avec cette maîtresse de passage
voyage soient très courtes et finissent bientôt, tout cela en sont pour leurs frais. Alexandre va jusqu'à reconnaître ces bâtards. Et c'est pour Katia une ascension qui désormais s'effectue au grand jour et qui est loin d'être finie, car le tsar ne peut désormais plus se passer d'elle. Il entend honorer la promesse faite au début de leur relation. Il faut vous dire que pendant ce temps-là, et il y a sans doute des causes à cette situation, la santé de la tsarine n'en finit pas de décliner. Maria n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été, et finalement, sa maladie pulmonaire va avoir raison d'elle à la fin du printemps 1880. Et à ce moment-là, le tsar est libre, si je puis dire, et il suit son cœur, quasi immédiatement. Et de façon sans doute trop précipitée au regard de la bienséance, le tsar propose à Katia de l'épouser secrètement, ce qu'elle accepte. 1 mois et demi sépare la mort de Marie du remariage d'Alexandre. Il faut dire que c'est quand même pas beaucoup. Jacques Méran nous dit, le 18 juillet, un hôtel improvisé fut installé dans un des salons de Tsarskoye Selo. Les serviteurs du palais avaient été écartés. Vêtu d'un uniforme des hussards de la garde, Alexandre arriva avec la princesse, habillé d'une simple robe de laine beige et sans chapeau. Les fiancés s'agenouillèrent devant l'archiprêtre, tandis que 2 témoins, choisis avec soin pour leur discrétion, tenaient au-dessus des 2 têtes la couronne nuptiale. Comme nous le dit Vladimir Fedorovski dans La Volupté des neiges, Alexandre, comblé par son mariage, écrit « Voilà trop longtemps que j'attendais ce jour, 14 années je n'en pouvais plus, j'avais constamment la sensation d'un poids qui m'écrasait le cœur. Je suis effrayé de mon bonheur, ah, que Dieu ne me l'enlève pas trop tôt. » Quelle que soit la joie d'Alexandre, disons-le, Katia est mal acceptée par la famille impériale. Ce mariage précipité est mal passé et la façon dont celle qui maintenant s'appelle la princesse Yurievskaya est imposée à la cour, tout cela agace. Mais les grands-ducs, les grandes duchesses doivent bien s'y faire, que voulez-vous. Il va désormais falloir compter sur elles. En tout cas, tant qu'Alexandre II régnera, il est même probable que le tsar songe à transformer son mariage morganatique en mariage officiel. Vous imaginez la tête des gardiens des convenances à Saint-Pétersbourg. Alexandre entend en tout cas garantir l'avenir de Katia et son testament prévoit que si elle devient veuve, elle recevra une immense somme d'argent. En outre, son fils et nouvel empereur devra s'assurer de son avenir et de celui de ses demi-frères et sœurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'était une garantie, ce testament, et pas inutile, parce que, outre la différence d'âge entre les époux, il faut dire que les tensions politiques en Russie demeurent intenses. Et au fil de son règne, Alexandre va devoir essuyer un certain nombre d'attentats, dont certains passent très près de leur but. La question d'une libéralisation du régime n'est pas réglée, et conseillé par le comte Loris Melikov, et peut-être, la question est débattue dans une moindre mesure, conseillée par Katia elle-même, le tsar s'oriente vers un nouvel effort d'ouverture du système politique russe, de cette autocratie tellement bien fermée. Des décisions dans le sens de la libéralisation s'apprêtent à être entérinées quand survient un événement terrible. Le 13 mars 1881, Alexandre doit se rendre à une cérémonie militaire. Katia voudrait qu'il n'y aille pas, puisque des bruits ont évoqué une attaque en préparation. Le tsar se veut rassurant, il évoque le moment qu'ils passeront ensemble à son retour au jardin d'été. Katia le regarde partir, la parade a lieu sans trouble, mais au moment où Alexandre rentre, un engin explosif est subitement envoyé contre son véhicule. C'est une déflagration extraordinaire. L'empereur est sain et sauf, nous dit Constantin de Grunewald, mais 2 cosaques de son escorte et un petit gamin gisent ensanglantés sur le sol. Courageusement, Alexandre se dirige vers eux et au même instant, un inconnu qui se tient à 2 mètres de lui, appuyé au parapet du canal, jette une nouvelle bombe. Et cette fois, le coup a porté. Alexandre est projeté par terre, le visage meurtri, le manteau arraché, les jambes broyées et perdant le sang à flot. Le tsar est évacué dans cet état pitoyable vers le palais d'hiver en le voyant. Katia sent son cœur se briser. Elle reprend très vite ses esprits et elle s'active autour du blessé. Elle fait ce qu'elle peut pour tenter de soulager ses souffrances. La vérité, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, bien sûr, sinon l'accompagner vers une mort inéluctable. Et la scène est déchirante. Katia n'a que 33 ans. Elle ne sera donc jamais impératrice. La voilà veuve au milieu de toutes sortes d'ennemis qui se révèlent chaque jour maintenant. Le nouveau
nouveau tsar, c'est le moins qu'on puisse dire. Alexandre III ne l'aime pas. Il se contentera d'honorer le volet financier du testament paternel, mais pas question, bien sûr, que Katia et ses enfants restent en Russie. Pour eux, c'est le début d'une nouvelle vie, une vie qui, à partir de 1882, va donc se dérouler à Nice, sous un climat certes plus doux, mais dans une atmosphère qui est intensément chargée de nostalgie. Elle ne mourra, notre Katia. Nous l'avons rencontrée dans les rues de Nice, rappelez-vous, nous l'avons rencontrée dans ces années 1920. Elle ne mourra âgée de 74 ans qu'en 1922. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je voudrais revenir sur le rôle d'inspiratrice politique qu'aurait pu avoir Catherine Dolgorouki. Voici ce que nous dit à ce propos Constantin de Grunewald. On a voulu parfois attribuer à Katia, avec de grands guillemets, le rôle d'inspiratrice de cette nouvelle politique, et même un film à grand succès, qui fut projeté il y a quelques années, reflète cette opinion. Entre parenthèses, le film en question, il a été diffusé très récemment sur Arte. En réalité, Catherine n'était ni réactionnaire ni libérale. Elle songeait certainement beaucoup plus à son protecteur, à ses enfants, à ses bijoux, qu'à ses projets constitutionnels qui dépassaient son entendement. On peut par contre admettre que Loris Melikov ait su s'insinuer auprès d'elle et capter sa confiance en faisant miroiter devant une jeune femme les perspectives de nouvelles splendeurs. C'est peut-être cette fois un peu trop réservé, me semble-t-il, et c'est faire à Katia un bien maigre crédit. C'est en tout cas mon avis. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on retrouve sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Vous nous avez fait entendre de très belles musiques. Alors justement, la musique, elle revient dans quelques instants.